Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de se joindre à nous pour ce petit live en compagnie de Thibaut. Donc voilà, je vais le laisser un petit peu se présenter, euh, nous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin ce qu'il va faire aujourd'hui. Et puis voilà, Thibaut, à toi de jouer. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thibaut Joannet, je travaille chez Microsoft. Je suis ce qu'on appelle chez nous Cloud Solution Architect sur la partie cybersécurité. Donc, j'aide nos clients qu'on a parfois en commun avec Squad d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas, à mettre en place et à utiliser nos solutions de cybersécurité de la meilleure des façons et qu'ils puissent en tirer le potentiel complet. Et du coup, donc on va parler de quoi aujourd'hui alors? Explique-nous. C'est une bonne question. Alors, on va parler de Copilot for Security, qui est, le petit dernier des assistants, copilotes, chez Microsoft. On va vous le présenter, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça peut vous servir dans vos tâches de tous les jours, dans votre vie de tous les jours et je répondrai aussi, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. On pourra aussi répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Et écoute, l'introduction est juste parfaite. Euh, je vais juste compléter un petit peu. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, hein, l'année 2024 a été très riche. Du coup, Copilot for Security est passé en General Availability depuis le 1er avril. C'est encore tout récent. Et du coup, c'est bien parce qu'on va avoir ce gap de qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er avril, les nouveautés qu'il y a pu avoir. Et c'est là où Thibaut, du coup, va démystifier un petit peu tout ça. Euh, eh bien, écoute, je te propose d'avancer dans la slide. Est-ce que tu as les droits qui vont bien ou pas Ouais, dessus? ça Ok, marche. Ça, super. j'attendais de voir. Donc l'agenda, donc comme je vous disais, on va faire une petite overview d'abord. On parlera ensuite de la partie, standalone expérience. Donc vous verrez qu'il y a 2 expériences, qu'on appelle 2 expériences dans Copilot for Security, une qu'on appelle embedded et une qu'on appelle standalone. Ensuite, on parlera un peu de prompting. Je pense que vous avez déjà tous entendu ce mot. Maintenant, ça commence à faire un gros buzz. On entend parler de prompt engineering, de prompt engineer. Il y a des nouveaux jobs en perspective. Et après, on passera du coup sur la partie embedded experience. Voilà. Heu, Parfait. Bah, tu vois, tu as enchaîné, c'est très bien. J'allais te demander justement les nouveautés qui a eu lieu du coup depuis ce laps de temps-là où on a eu le Copilot passé en General Availability jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont un petit peu les nouveautés qu'il y a dessus? c'est une bonne question. Quand Copilot for Security est sorti, en fait, on verra dans le fonctionnement tout à l'heure, mais vous m'entendrez parler de skills et de plugins. Heu, Si on parle globalement d'IA générative, je fais juste une toute petite digression, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Quand on parle d'IA générative, on parle en fait aussi d'une nouvelle façon d'interagir avec des applications. Voilà, on a connu, un peu les interfaces, console, enfin je dis «on», moi j'étais pas vraiment né, je les ai pas utilisées, mais on a connu les interfaces console qui se connectaient à des mainframes. Ensuite, on a eu les applications lourdes installées sur, les devices. Ensuite, on a eu les applications qui étaient dites légères sur les navigateurs et donc là, on a un peu une nouvelle forme d'interagir avec des applications avec, du langage naturel et donc de la GenAI. Donc le nerf de la guerre d'une application comme Copilot Security qui va être en fait un assistant de GenAI spécialisé sur la cyber, ça va être d'être en capacité d'interagir avec d'autres outils de cyber. On sait qu'en moyenne, aujourd'hui, dans une entreprise, il y a énormément d'outils différents pour la cyber, pour un SOC analyste. Et donc, l'idée qu'on a chez Microsoft, c'est de dire, OK, on ne peut pas faire un portail qui les réunit tous. Nous, chez Microsoft, on a essayé, enfin, on a fait un portail. Je fais une petite pub pour autre chose, mais qui s'appelle USX, Unified SOC Experience. Donc, on a réuni tous nos outils de sécurité au sein du même portail. Hem, mais ça marche que pour nos outils à nous. On ne peut pas faire de portail qui encapsule d'autres outils. Donc l'idée derrière Copilot for Security, c'est de pouvoir interagir avec tous ces outils, ceux de l'environnement Microsoft, mais aussi ceux à l'extérieur. Donc on a des plugins avec pas mal de choses, et de plus en plus. Donc on a Shodan, on a Silverfort, on a Tanium, enfin voilà, on a de plus en plus de plugins et vous pouvez aussi créer les vôtres. Voilà, donc ça c'est dans les nouveautés. En 2 mots, de plus en plus de plugins et de plus en plus de ce qu'on appelle des skills, c'est-à-dire les fonctions un peu que Copilot for Security est capable d'effectuer, voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Nicolas?
Ah, c'est parfait. Ça répond plus que Question bien à ma courte, question. réponse longue, mais Donc du coup, ça voudra dire que, potentiellement, on peut avoir des plugins donc de type, pourquoi pas avec Azure, notamment avec Microsoft mmh. Sentinel ou avec, du Defender for Cloud peut-être? Comment ça se passe là-dessus? Ouais, exactement. Il y a possibilité d'interagir avec tous ces outils, toutes ces Briques? différentes choses à travers, des plugins, mais aussi à travers les skills. On a par exemple un skill qui permet à Copilot for Security de créer du KQL, du langage donc c'est le langage de requête dans tout l'environnement Microsoft qu'on a appelé le KQL, Custom Query Language. Et on a par exemple après, des plugins qui vont nous permettre d'aller interagir avec alors attendez, je vais regarder le dernier c'était quoi? Bah, avec Azure Firewall par exemple. Je parlais Bah, voilà dans l'environnement Microsoft, ouais, Copilot for Security peut commencer à interagir avec ça. ce qui est bien, c'est qu'il interagit forcément avec les autres produits Microsoft. Et par contre, avec les produits qui ne sont pas du coup Microsoft, je pense Mmh. notamment à du AWS ou du GCP par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas pour le Ouais. moment? Ouais, alors, j'ai pas le dé sur AWS, faudrait que je regarde, mais avec l'externe de façon générale, oui. Comment ça marche en fait? On détaillera tout à l'heure, mais ce qu'on appelle l'orchestrateur, dans, Copilot for Security et a des plugins et des skills et les plugins et des skills sont en fait, un plugin, ça va être des appels API. Donc à partir du moment où on explique au moteur quand, que ce plugin fait ça, 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 après c'est digéré par l'intelligence artificielle, on lui décrit un peu les endpoint API, on est capable de faire le moteur est capable d'appeler des endpoint API, de récupérer les informations et de les faire, ensuite redigérer à tout le moteur pour, produire une réponse. Top. Voilà. Parfait. Hem, En début de meeting, enfin en début de meeting, on se croirait en réunion. En début de stream, tu as évoqué, du coup la possibilité de créer en fait de nouveaux métiers. Donc ma question elle est simple, c'est, comment Copilot for Security peut-il m'aider dans mon travail ou bien dans, voilà, les futurs métiers dont tu parlais? Alors, comment Copilot for Security peut t'aider dans ton travail? J'allais dire au même titre alors en tout cas moi, je vais parler pour mon cas, qui travaille dans la cyber. En tant qu'architecte, je suis un peu moins touché sur, la partie Copilot 365. Mais à partir du moment où on est dans les business, il y a certains métiers où on constate, notamment tout ce qui est, helpdesk, tout ce qui est, on a vu des assureurs et des assurances qui commençaient à utiliser l'intelligence, artificielle générative pour accélérer les processus de rédaction de sinistres et cetera et cetera. Donc en fait, de manière générale, l'IA générative accélère ce dialogue-là. Côté sécurité, comment ça se traduit? On verra deux trois use cases, mais typiquement, j'arrive devant un incident dans ma console qui contient plein d'alertes. J'aimerais bien que quelqu'un puisse me faire un résumé, quelqu'un ou en l'occurrence un assistant et me dise: «Bah, voilà ce qui s'est passé, je t'écris un texte de 4-5 lignes pour t'expliquer ce qui s'est passé plutôt que d'aller chercher dans 5 incidents». Comme ça, je peux aussi lui demander: «Bah, est-ce que tu peux me dire, qui sont les personnes concernées par cet incident?» Tu peux aussi, comment dire? Si tu as une CVE qui sort, voir OK, c'est quoi les machines qui sont touchées par la CVE dans mon environnement? Voilà, des choses comme ça. Parfait. Je te laisse continuer du coup la slide. Ouais, pas de souci, hésite pas, hein. On est là pour Oui, discuter. Je oui, vois bien aussi les sûr. questions dans le chat, on y répondra. J'avance un petit peu, mais on Ouais, reviendra dessus. je les vois également. Hem, donc j'ai déjà digressé un peu sur la partie, IA générative, mais ce qu'on avait jusqu'à présent avant, en fait, on parlait déjà de machine learning, on commençait déjà à parler de deep learning, on parlait déjà de ces choses-là. Mais on avait en fait des petits modèles très spécialisés sur des tâches très spécifiques. Donc là, ce qu'on voit à gauche, hein, sur, de la priorisation d'incidents, sur, de la détection de ransomware, sur du threat hunting. Enfin voilà, c'était des choses très spécifiques. L'IA générative apporte avec ce qu'on appelle les foundation models. Donc, chez Microsoft, chez nous, c'est des foundation models qui sont développés par OpenAI. En fait, c'est des modèles généralistes qui sont capables de faire plein de choses. Donc ils sont entraînés sur, énormément de données, et ils sont capables de répondre à différentes questions. Voilà, donc un modèle de base, c'est ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde, commence à utiliser, ChatGPT.
qui était le début de ces modèles-là, on pouvait lui demander, vous pouvez lui dire: «Je me suis coupé le doigt, qu'est-ce que je fais?» ou vous auriez aussi pu lui demander: «Développe-moi un script PowerShell pour aller, faire telle ou telle chose», quoi. Ils savent tout faire. Donc on s'appuie là-dessus pour Copilot for Security, mais comme vous vous doutez, si on a mis for Security derrière, c'est qu'on a fait plus de choses que ça et donc je vais les détailler après. Qu'est-ce que l'outil vous permet de faire? Alors, la première chose, c'est, il va vous mettre en lumière. Encore une fois, c'est une interface différente de celle qu'on a l'habitude d'utiliser. Il va pouvoir vous mettre en lumière à travers du langage naturel, des choses que peut-être vous ne verriez pas d'habitude ou que vous auriez plus de mal à voir. Le plus de mal, on peut le mettre aussi dans la seconde partie, c'est-à-dire que ça va vous faire gagner du temps. Je mentionnais l'exemple tout à l'heure de dire: «Bah, j'ai une CVE, est-ce que tu peux me donner la liste des machines qui sont impactées chez moi, dans mon parc?» Ah, je vois que tu fais oui de la tête, Nicolas, ça c'est un truc, ça prend du temps. Enfin moi je me souviens Complètement. pour Log4j, voilà. J'étais pas chez Microsoft à l'époque quand c'est sorti, on se demandait: «Ouais, comment je peux récupérer la liste des machines, qui sont impactées? Comment est-ce que je peux savoir si c'est à jour ou pas à jour?» Je sais pas si côté squat, si tu avais eu cette expérience-là avec des clients, mais c'était assez Avec effrayant des de anciens plutôt. Ouais, ouais, tout à ouais, fait. voilà. C'était assez effrayant de voir qu'on avait vraiment du mal à trouver en fait les machines qui étaient impactées, quoi. Et Hem, c et c'est donc et c'est là leur force, c'est-à-dire que, c'est ce que tu disais au tout début, c'est juste saisir en fait le numéro, enfin l'ID, de la CVE. Il nous retrace vraiment toutes les machines qui sont infectées et ça pour le coup, c'est vraiment bien. Ça nous fait gagner un gain de temps, terrible, excusez-moi le terme, mais c'est le cas et avec derrière toute la suite de recommandations à suivre pour corriger tout ça donc je trouve ça vraiment bien. Super transition, parce que liste de recommandations, c'est mon troisième point. Donc vous voyez le Streifen Ah Team bah, parfait. Expertise. Ça peut aussi vous aider, c'est-à-dire que, comment dire? Ça pourrait un peu, alors on dit souvent que l'intelligence artificielle, elle est j'ai entendu ça, la partie intelligence, artificielle générative et on peut la comparer à un enfant de 5 ans, mais qui a un PhD. Mais il a quand même un PhD. Donc l'avantage, pourquoi on dit ça? Parce qu'elle est à la fois enfin, elle connaît plein de choses, cette intelligence artificielle et en même temps, elle est très premier degré. Donc un exemple qui est, quelqu'un a fait le test à un moment de dire, «Comment est-ce que je peux faire pour que la mozzarella coule pas de la pizza, quoi?» et le moteur avait répondu: «Bah, il suffit de mettre de la colle». Ouais, Pas bon, mal. J'avais pas pas vu sûr que celle-là. ce soit la bonne solution. Mais donc globalement, elle connaît quand même plein d'infos, mais aussi il faut l'orienter, donc on parlera de prompting tout à l'heure, mais elle connaît plein d'infos. Donc encore une fois, pour un analyste junior en cyber qui aurait des questions, bah, par exemple sur une CVE, qu'est-ce que je peux mettre en place comme remédiation? Ou alors c'est quoi du man in the middle ou des choses comme ça. Enfin, ouais, ça peut servir à donner des explications, à aider Ah dans les la aiguilles. «remédiation». J'ai vu qu'il y avait tel incident, est-ce que à quoi ça peut être dû? Enfin voilà, c'est vraiment ce dialogue comme si la personne, l'analyste junior pouvait dialoguer avec quelqu'un de plus senior qui lui donnait ces infos-là, quoi. Donc ça, c'est aussi un plus qui est pas mal et qui facilite l'accès à c'est de la documentation qui existe, hein, bien sûr, des connaissances qui existent puisque le modèle a été entraîné sur des connaissances existantes, mais là, ça donne un accès direct. Heu, Petit disclaimer, parce que je sais que c'est un Ouais. sujet. Tu vois, C'est tu suis ma question, tu l'as même pensée parce que j'allais la poser celle-ci. Dans le sens où, voilà, aujourd'hui donc Copilot for Azure et même for Security donc existent. Hem, mais il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont, alertées sur le fait que: «Où sont mes datas? Où vont mes datas?» Quand je vais poser une question à Copilot for Azure ou for Security, où vont aller mes datas par la suite? Est-ce que Microsoft les exploite? Est-ce que, elles sont revendues à droite et à gauche? Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire Ouais, là-dessus, très bonne du coup? question. Alors, comme dans tous les copilotes, on met ça, vos données sont vos données. On n'entraîne pas les modèles qu'on appelle, foundational, les modèles, fondation, donc les modèles d'OpenAI. On n'entraîne pas vos données, enfin, on n'entraîne pas les modèles d'OpenAI avec vos données. Les données que vous mettez, c'est vos données. On va pas s'en servir pour entraîner des modèles, généralistes qu'on donne à d'autres personnes après. Hem, je vais même au-delà de ça, les données qui sont échangées entre vous et qui sont processées par Microsoft, elles sont entre vous et Microsoft, donc elles vont pas chez OpenAI. Les modèles, nous, on les exécute dans nos environnements et donc c'est entre vous et nous. Les données sortent pas. Déjà, c'est quelque chose qui est important de savoir. On a une, FAQ
assez longue, donc je vous encourage à aller la voir. La FAQ de Copilot for Security est très intéressante et ça, on est clair dessus. Ensuite, vos données, elles sont protégées. Pourquoi? Donc, il faut voir Copilot for Security, c'est un SaaS. OK? On verra tout à l'heure l'interface, c'est un SaaS. Vous provisionnez ce qu'on appelle des SCU, donc des unités de compute. Et derrière, les données que vous mettez quand vous faites un prompt et après le modèle lui-même, toute cette couche d'orchestration, toute cette application, ce SaaS qui dialogue avec vos données, après, il est dans un environnement isolé, sécurisé et contrôlé par Microsoft. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle SFI chez nous, Secure Future Initiative. Vous pourrez taper sur internet et regarder. On a remis vraiment une couche sur toute la partie cyber chez Microsoft à la lumière des attaques qu'il y avait eu dans le passé et qu'on avait subies. Et donc, toutes ces fonctions de sécurité qu'on met en place, toutes ces rechecks qu'on a fait, ça garantit vraiment un niveau, enfin, très honnêtement, je le dis, alors Nicolas pourra me dire que je suis pas objectif. Oui, on subit des attaques chez Microsoft, c'est la vérité. Oui, comme beaucoup d'entreprises, heu, on a vu qu'il a été mis en lumière qu'on a eu des lacunes et qu'on s'est fait «avoir» entre guillemets. Mais la quantité de travail que je vois qui a été mise, au profit de la sécurisation de nos infrastructures, elle est considérable et je pense que, très honnêtement, dans l'histoire, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont travaillé à sécuriser une entreprise. On parle de 30 000 personnes qui travaillent pendant plus de 6 à 8 mois pour, sécuriser ces infrastructures et revérifier que les choses, que rien n'avait été oublié, quoi. Donc, vraiment, je mets le point là-dessus, je prends un peu de temps. Je suis désolé, je sais que c'est pas l'objet du débat, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Aujourd'hui, je pense que Microsoft, par le travail qui a été fait, est vraiment en avance, là-dessus et voilà et on a vu D'ailleurs, qu'on n'était pas les seuls, ça arrive à tout le monde. Donc je me permets de rebondir là-dessus, Thibaut. Il y a eu les JO notamment, les Jeux olympiques qui se sont mmh, déroulés et j'ai eu des échos par le statut de MVP et par les clients et cetera. Microsoft était très présent, ça on le sait, en arrière-plan pour aider les clients pour que voilà, pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse que pour le coup, ils ont quand même assez bien joué le jeu, pendant une période qui pouvait être très critique, en termes de cybersécurité. Donc du coup, voilà. on continue? Allez. On peut continuer. Bah, tu vois, voilà, voilà, quels sont en fait les avantages aujourd'hui à utiliser Copilot for Security? Alors multiples, déjà là, donc on voit en tant qu'analyste sécurité, un analyste Ouais, sécurité classique, il va excuse-moi, interagir je avec me plein suis d'outils, rendu ouais. compte. Ouais, il y a un petit quiproquo là. Je regarde mon questionnaire. Je suis désolé. C'était plus comment il s'intègre dans les différents outils Microsoft existants. OK. Donc justement, le À 2, XDR. alors je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais enfin, ça se voit là aussi, il s'intègre de 2 façons. Enfin, en fait, il y a une expérience intégrée qu'on appelle embedded, qui va être dans le portail sécurité, mais pas que et donc ça va être intéressant aussi. Je parlais de plugins tout à l'heure. De la même façon, en fait, les plugins, ils sont visibles surtout sur l'expérience qu'on appelle standalone, que vous verrez, c'est-à-dire un portail où vous pouvez, taper des prompts. Mais l'expérience embedded, elle est présente partout dans beaucoup d'endroits, donc notamment sur la partie Entra ID, par exemple. Il y a des petits modules Copilot for Security et surtout sur la partie XDR dans ce que j'ai appelé USX tout à l'heure, c'est-à-dire le portail security.microsoft.com. Vous avez accès à la partie, embedded sur, pas mal de choses, de l'analyse de script, par exemple de commandes PowerShell, du résumé d'incidents. Voilà, toutes ces Ouais, choses-là, ça couple également avec les avantages. ouais, exactement. Ça fait partie des avantages et donc l'autre expérience, parce que tu disais comment ça s'intègre dans les outils Microsoft, c'est l'expérience standalone qui est du coup moins intégrée dans les outils Microsoft, mais qui est là vraiment un endroit où on peut aussi expérimenter plus facilement parce qu'on peut interagir, vraiment faire des prompts. Et après, je détaillerai, mais faire ce qu'on appelle des prompt books et cetera. Voilà, ça répond à ta question, Nicolas, si je t'ai pas perdu?
Parfait. Non, non, mais c'est nickel. C'est nickel, Ok. c'est nickel. Donc du coup, oui, donc du coup, on peut imaginer, pourquoi pas, si on le souhaite par la suite, faire analyser un script avec Copilot for Security. Donc cela est envisageable du coup. J'ai un script douteux, je Ouais, le lance dans Copilot for Security, il va me déterminer s'il est viable ou pas. exactement. Il va t'analyser ce que le script fait, il va te lister les étapes. Au début, le script fait ça, fait ça, fait ça. Enfin voilà. Donc pour quelqu'un qui n'est Ouais, pas forcément expert en PowerShell, qui a besoin de comprendre ce que fait un script, c'est plutôt utile. Et donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure, notamment pour des juniors, parce qu'effectivement, quand on est senior, qu'on a 10, 15, 20 ans d'expérience dans le domaine de la réponse à incident et qu'on travaille dans un CERT, forcément, à force, on connaît les scripts PowerShell, on sait les analyser. Mais pour un junior, c'est parfois un peu plus compliqué en fonction des profils. Hem, voilà, il peut aussi aider, faire du triage, donc de l'investigation. Et aussi, il est très fort pour faire des résumés. Donc, quand on fait une investigation, on peut lui demander de résumer l'investigation qui a été faite, hem et nourrir après la base de connaissances. parfait. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si ça rend bien chez vous. Moi, les slides, ils sont un peu écrasés, quand j'ai mis le PowerPoint. J'ai l'impression que ça Non, s'est un non, peu ça rapproché. ça va. Alors, qu'est-ce que ah oui, pas mal. Qu'est-ce que Copilot for, Security? Donc j'ai parlé des modèles fondationnels d'OpenAI. Effectivement, il s'appuie sur un LLM, donc un large language model. Derrière, je ne sais plus aujourd'hui lequel c'est, je me demande. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je pense qu'on a mis GPT-4o, derrière. À vérifier parce que je pense enfin, Copilot for Security a été lancé avant GPT-4o et je ne sais pas si depuis que c'est sorti, on a changé. Il me semblait que oui, mais c'est à vérifier. Et derrière, on va mettre toute la couche, donc toute la couche que vous voyez, Microsoft Security, ça va être, ce qu'on appelle chez nous, donc pardon, déjà dans les modèles d'OpenAI, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles sont normalement entraînés pour, éviter de produire du contenu violent, raciste, homophobe, xénophobe, et cetera. On rajoute en plus, nous, une couche qui s'appelle vous voyez Microsoft Security avec tout ce qui est content filtering. Donc c'est-à-dire que c'est une couche en plus qui analyse les entrées et les sorties du modèle et qui rajoute ces filtres. Ensuite, la partie infrastructure, forcément, je vous parlais tout à l'heure de Secure Compute Unit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on investit énormément et massivement sur l'intelligence artificielle. Donc on a cette infrastructure qui est là pour soutenir, ce développement, et cet outil. Derrière et on va zoomer, juste après sur la partie orchestration. Donc c'est vraiment un développement spécifique à Copilot for Security, c'est-à-dire l'orchestration des fonctions. Couplé à ça, il y a accès à la quand vous prenez Copilot for Security, vous avez accès à la Threat Intelligence de Microsoft, donc qui est massive, hein. Vous vous doutez le nombre de signaux qu'on a, derrière entre tout ce qui passe sur Office 365, tout ce qui passe sur nos infrastructures réseau, le cloud Azure, mais il y a aussi Xbox, par exemple, qui rentre dans cette intelligence, dans cette Threat Intelligence. Donc, voilà, c'est vraiment énormément de signaux qui sont du coup disponibles dans cette solution de Threat Intelligence qui est, entre guillemets «offerte» quand vous utilisez Copilot for Security. Et la partie très spécifique qu'on appelle les skills et les prompt books qu'on détaillera dans la démonstration tout à l'heure. Voilà. Tout ça, ça nous fait Copilot for Security. Parfait. Et tu vois, voilà, tu as enchaîné sur la demande que j'allais te faire juste avant. Hem, Tu parlais du prompting. Quand je fais une demande à Copilot for Security, comment elle est traitée du coup? Alors, quand tu fais une demande, donc je vais parler pour des questions de simplicité, en fait, c'est un peu tout le temps pareil, que ce soit embedded ou standalone. Derrière, vous vous doutez bien, c'est un prompt qui part avec des informations en contexte, et cetera. Mais pour simplifier, on va parler de l'expérience standalone. Donc quand je soumets un prompt, peu importe d'où il vienne, ce qui se passe, ça va être que ça va arriver dans un orchestrateur. L'orchestrateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer mon prompt déjà et il va analyser le contexte. Pourquoi
il va prendre tous ces skills, il va regarder finalement qu'est-ce que je demande, est-ce que j'ai précisé que je voulais tel ou tel outil, est-ce que je veux faire du KQL, est-ce que c'est une question sur de la threat intel? Et donc à partir de ça, il va analyser mon prompt et il va choisir les plugins qu'il va appeler. Une fois qu'il a choisi ses plugins, donc aujourd'hui, on a, on veut en fait que Copilot for Security historiquement, au départ, Copilot for Security pouvait appeler qu'un seul plugin par prompt, mais on travaille justement à ce qu'il puisse en appeler plusieurs. La seule chose que ça change, c'est qu'en fait, il fallait faire ce qu'on appelle dans le jargon de la Gen AI, il fallait travailler en few shots. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un gros prompt où on lui demande de tout faire, on devait lui demander étape par étape, quoi. Voilà. Mais on essaye D'accord. quand même de faire en sorte qu'on puisse utiliser plusieurs plugins, à savoir que, je pourrais aussi l'évoquer dans la partie, prompt engineering, mais plus on met de choses plus on met de choses dans un prompt, dans un modèle d'intelligence, d'IA générative, plus il y a de risques que le modèle fasse ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire qu'il parte à droite alors que je lui ai dit d'aller alors que je m'attends à ce qu'il aille à gauche. Et aussi, plus il y a de risques qu'il ignore une partie de mon prompt. Voilà. Donc de toute façon, c'est pas une mauvaise pratique de faire, d'enchaîner des petits prompts. Ça permet d'être sûr de ce qu'on veut et d'éviter, que le modèle tourne inutilement et voilà. Pardon pour la digression. Donc je reviens. Il choisit les plugins qu'il appelle. Il va appeler les plugins, récupérer les réponses, construire mon output et m'envoyer la réponse. Voilà. Et donc quand on parle de l'orchestration, en fait, c'est tout ça, c'est toute cette capacité à récupérer mon prompt initial, construire un contexte autour, pour comprendre exactement là où je veux en venir, donc avec les prompts du dessus aussi également, et aller choisir les plugins qu'il appellera. OK. Quand on parle de plugin, donc on revient à ce qu'on disait au tout début du stream, c'est voilà, il fait appel à Azure Firewall ou il fait appel à d'autres plugins vraiment, qui est intégré dans Copilot for Security. C'est bien ça? Ouais, exactement. C'est OK. exactement ça. Et alors, par contre, juste une petite précision parce qu'on me pose beaucoup la question et je pense que c'est intéressant. Dans la vision aujourd'hui, et donc je dis dans la vision parce que c'est pas prêt de changer pour le moment. Dans la vision qu'on a, de manière générale, de l'intelligence artificielle générative chez Microsoft, c'est un assistant. C'est un assistant qui nous donne des informations, qui nous facilite le travail, mais pas qui fait des choses. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui dire, «Va m'isoler, telle machine». On n'est pas sur de la réponse. On est vraiment sur de l'analyse. Donc les interactions que Copilot, pourquoi je le dis? Parce qu'on parle de plugins. Donc les interactions que Copilot for Security va faire avec des plugins, c'est des interactions pour récupérer de la donnée et de l'analyser. Pas pour lui dire, «OK, va me rajouter telle règle de firewall dans le Azure Firewall». Oui, pas dans Voilà. l'action, du coup. C'est, Exactement. Là, uniquement, tu me fais le feedback de ce que tu en penses et moi derrière après j'applique en fonction de ce que tu me dis. ouais, exactement. L'action, elle est réservée côté, des outils comme un SOAR, par exemple, qui font de la réponse, et cetera. Mais, là, on est bien sur, ouais. Et d'ailleurs, pareil, petite digression, hem, Copilot for Security peut très bien être appelé dans des SOAR. C'est-à-dire que nous, sur, Sentinel, sur Microsoft Sentinel, qui a aussi une partie SOAR, on peut, à l'aide des workflows de réponse, faire des appels à Copilot for Security pour récupérer de l'info, analyser des choses, et cetera. J'en sais rien, on verra tout à l'heure, dans la démo, mais par exemple, drafter un message pour un utilisateur. Ouais, Récupérer l'output après et envoyer. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est possible dans ce sens-là. Mais du coup, c'est le SOAR qui appelle Copilot, récupère la réponse et après fait des actions. Pas Copilot qui fait les actions. OK. Et dernière petite question, le content safety, il se situe à quel niveau du coup sur le «diagramme» entre guillemets que tu proposes? Il se situe à la fin, au niveau de la Mmh. réponse? Ou Alors très entre les bonne 2? question. Il se situe au niveau de là où va y avoir les interactions avec le modèle en fait, donc juste avant et juste après. En fait, il y a vraiment la couche, si je reviens avant sur la couche Microsoft Security, il y a l'orchestrateur qui est là et donc en fait, juste avant qu'on arrive sur le modèle fondationnel, il va y avoir du content safety, un input et un output, D'accord, si je dis pas OK. de Non, bêtises. ça paraît cohérent pour le coup. Mmh. Les use cases? Allez. Mmh. Vas-y, c'est parti. Hem, donc avant la petite démo, donc au niveau des use cases, ça c'est un peu les top use cases qu'on a.
ce qu'on appelle des héros use cases, ceux qu'on a identifiés. Donc, il faut savoir qu'il y a eu pour Copilot for Security, il y a eu ce qu'on appelle une EAP. C'est une Early Access Preview. Oui. Et donc, en fait, les clients ont pu, enfin certains clients qui l'ont souhaité, ont pu avoir accès à l'outil avant et nous faire les retours. Donc ça, c'est les use cases qu'on a identifiés comme des use cases qui étaient à forte valeur ajoutée. Et donc, le premier, vous voyez, c'est ce que je le citais tout à l'heure, c'est le résumé d'incident. En deuxième, on va avoir l'incident response. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, Copilot ne va pas le faire pour vous, mais va vous dire, il faudrait suspendre tel compte utilisateur, il faudrait reset tel mot de passe, il faudrait, voilà. Donc, il va vous lister les actions qui, selon lui, sont à prendre pour remédier à l'incident. La partie reporting, donc c'est-à-dire qu'on peut lui demander de faire des reportings. Ça, en feedback, ce qu'on a eu, c'était que les analystes, en moyenne, passaient énormément de temps à faire du reporting à la fin d'une investigation. C'était quelque chose qui était très time consuming et très répétitif. Et donc, là, ça, une IA générative le fait très bien, c'est-à-dire qu'elle peut récupérer le contexte et sortir un résumé. Voilà. Donc, au lieu de l'écrire et de le relire 6 fois, là, il y a juste à le relire et peut-être un peu moins de fois. Donc, ça fait, on sait que ce qui prend le plus de temps, c'est de l'écrire en général, donc ça fait gagner pas mal de temps. L'analyse de vulnérabilité, donc derrière, c'est les CVE, l'analyse de CVE, l'analyse de code sur la partie notamment script pour le moment, mais on travaille à ce que le moteur soit en capacité d'analyser plus que du script. Et la partie threat hunting aussi, donc avec notamment la génération de KQL. Donc, je peux construire des hypothèses et demander à Copilot de me fournir le KQL lié à ces hypothèses-là. Voilà. Et donc ça à travers toutes nos solutions de sécurité. Super. Alors, pour résumer, j'aime bien le schéma, il fait un bon résumé. Il faut juste l'expliquer parce que quand on le sert juste comme ça sur un plateau, le plateau est en général un peu lourd. Donc si on regarde en haut à gauche, vous avez tout ce qui est interface. Ouais, merci. Ouais, je te le remets. Tout ce qui est interface, donc je vous en parlais, la partie embedded et la partie standalone. Une fois que je rentre un prompt ou que le prompt a été généré par la partie embedded, ça arrive dans Copilot for Security. Ce que Copilot for Security va faire, c'est déjà du pré-processing. Il va analyser quel plugin il va appeler. Il va analyser, mais là aussi, vous voyez le petit mot grounding. Donc, pour tous ceux qui ont déjà fait de travailler dans le contexte de l'IA générative, peut-être vous savez ce que c'est. Mais du grounding, globalement, on appelle ça aussi un méta-prompt. C'est-à-dire c'est un prompt qui va être tout le temps en contexte et où on va dire au modèle, tu es un assistant pour répondre à des problématiques de cybersécurité, tu ne traiteras que des questions reliées à la cybersécurité et rien d'autre. Pourquoi? En fait, je parlais tout à l'heure en début de live je me suis coupé le doigt, comment est-ce que je fais pour me soigner? Si vous posez la question à Copilot for Security, il va vous dire qu'il ne vous répondra pas. Voilà. Ça n'a pas de rapport, c'est un modèle pour de la cybersécurité. Donc c'est ce qu'on appelle le grounding. Une fois qu'il a analysé, pré-processé, il va aller choisir les plugins et les third-party security products qu'il peut appeler. Donc là, si on repart en dessous, on verra, parce que il y a par exemple Splunk, il peut y avoir ServiceNow aussi, etc. On récupère l'output de ces plugins, enfin on peut éventuellement échanger plusieurs choses, on récupère l'output et donc derrière, on envoie tout ce contexte au LLM. Le LLM, lui, il va se charger de constituer une réponse et de nous la renvoyer. Le LLM, il est soumis à ce qu'on appelle chez nous la partie responsible AI. Donc j'en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est que pareil, il y a beaucoup de littérature sur Internet, mais on s'assure que les modèles ils soient justes, équitables. Enfin voilà, il y a ces principes de responsible AI. Je vous avoue que je les connais pas par cœur, mais qui sont là pour établir que le modèle fondationnel sera respectueux et se comportera de façon équitable, juste Oui. et n'aille pas ailleurs, quoi. Voilà. Une fois que tout ça est rempli, qu'on a eu le contexte, qu'on a construit la réponse, on renvoie la réponse à l'utilisateur. Voilà. Parfait. Un Des schéma mots? très taillé. Top.
Vas-y, c'est parti. J'allais te le demander justement, vu que maintenant on connaît un peu plus du coup de Copilot for Security, donc voilà, on sait comment ça fonctionne, on sait comment il retranscrit la chose, on sait que, j'insiste, les datas ne sont pas exploitées par Microsoft ou par une tierce personne. Ouais, il est intéressant maintenant de faire une petite démo. Je te laisse, je sais que tu as préparé quelque chose de très bien. Ouais. Alors, il faut juste que je retrouve mon écran sur la partie standalone. Hop. Tac, tac, tac. Alors, juste 2 petites secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. On est en live. Les aléas du direct, on le disait au tout début de la Ouais. session, on a eu des problèmes de micro, on a eu des problèmes de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie des aléas, malheureusement. Voilà. Hop. On va Allez, pouvoir le hop, voir. je l'ajoute. Alors, si je pars, je vais vous montrer ici. Tac. À quoi ça ressemble quand on arrive dans l'expérience standalone. Donc, vous voyez que c'est un portail securitycopilot.microsoft.com. Voilà. On s'y connecte et on a du coup là des exemples déjà. Enfin, je peux continuer ma dernière session. Et puis là, si je descends, j'ai juste ici en bas la partie où je peux taper mon prompt. Juste au-dessus, on vous parle de ce qu'on appelle prompt book. Un prompt book, c'est quoi? Hop, si je vais dans la bibliothèque de prompt book, c'est un enchaînement de prompts. Donc par exemple, si je veux analyser un incident, Sentinel, je clique et là je vois que je vais donner en entrée de ce prompt book un Sentinel Incident ID et après il va enchaîner ces prompts-là. Voilà. Ça, Ça, c'est un c'est prompt très book. intéressant, ouais. Ça, c'est Mmh. très intéressant parce on a déjà donc des books qui sont déjà présents et on a juste à les jouer en renseignant les bons identifiants qu'il demande ou la requête d'entrée, en fait, enfin, l'entrée qu'il attend. Ça, c'est vraiment bien, je trouve. Exactement et donc vous retrouvez les héros use case dont je parlais, la partie, incident investigation, la partie suspicious script analysis. Vous voyez, là, je peux mettre, il prend en entrée le snippet de code et donc ça peut sembler pareil, hein, je parlais de prompt engineering tout à l'heure, ça peut sembler bateau, on peut se dire: «Ouais, ouais», mais vous voyez que déjà, bah, c'est quand même long et pourquoi il a écrit ça comme ça? Bah, parce qu'en fait, on a testé, on a validé et donc vous pouvez faire vos propres prompt book, c'est un peu dur à prononcer. Et une fois que vous avez établi des bons prompts, enfin une bonne succession de prompts qui marche bien, vous pouvez le sauvegarder comme un prompt book et c'est vraiment utile. Et voilà, donc Suspicious Script Analysis, Threat Actor Profile, Vulnerability Impact Assessment. Donc ça peut prendre un peu de temps, j'en ai exécuté un, juste avant le live. Là, par exemple, j'ai demandé de résumer un incident. Vous voyez qu'il a fait 3 étapes et globalement, ça a duré 49 secondes. C'est pour ça que je me suis permis de le faire avant, parce que ça peut prendre un peu de temps à processer et envoyer. Donc là, vous voyez, High Severity Incident, Human Operated Ransomware Attack, il me dit entre telle heure et telle heure, et il va me détailler, il me parle des devices qui ont été touchés et des utilisateurs, et il va me détailler ce qui s'est passé dans l'ordre. Voilà, l'incident a commencé là, etc., etc., etc. Ensuite, est-ce que je peux avoir une liste d'utilisateurs qui sont reliés à cet incident? Voilà, là on dit, ah, là, bon, dans mon prompt book, ça a un peu moins bien marché. Ça, je l'avais tapé à la main, pardon, c'était pas mon prompt book. Je l'avais tapé à la main, et là, vous voyez, pareil, il m'a dit: «Ah, je peux pas te répondre, j'ai eu plusieurs produits Defender ou Sentinel». Bien. Hem, Ensuite, du coup, je me suis repris. Je me suis dit: «Bah, oui, effectivement, normalement, quand on prompte bien, on lui précise la source» et donc là, je lui précise Defender et donc comme vous voyez, hop, il me retrouve 2 utilisateurs. Si on continue l'analyse, est-ce que je peux avoir un peu plus de détails sur ces comptes-là? Pareil, il me donne du détail, voilà, et cetera, et cetera. Donc là, vous voyez, j'ai enchaîné mes prompts. Si je voulais me faire un prompt book qui marche bien, bah, voilà, je sais que, par exemple, il faut que je précise, la liste d'incidents. Un autre petit exemple? Vas-y, je suis tout oui là. Je te suis là. Hem, ouais, alors la partie vulnerability impact assessment. Alors je suis revenu, Ah, désolé.
J'ai eu un petit problème de son, je crois. Ouais, c'est ce que je me disais. On s'est Ouais. arrêté du coup à la partie CVE où tu avais justement lancé la CVE et tu étais en train d'expliquer quelque chose? Ouais, ouais, alors, on est parti. Donc là, vous voyez, ça, c'est un prompt book. Donc, je lui donne le numéro de CVE, il va m'analyser tout ça. Donc si je fais submit, hop. Donc là, vous voyez, il choisit le skill, c'est la première chose, hop. Donc il comprend que ça va être dans Microsoft Defender Threat Intel. Il récupère les détails de la CVE pour cet ID. Donc ça, c'est un typiquement, là, il choisit ce plugin-là, ce skill-là, il prépare la réponse et donc là, il me dit, voilà, High Vulnerability, Windows IP Routing Management Snapping, etc. Il me le décrit, il me donne le score CVSS. Hop, est-ce que je peux avoir des articles associés? Il n'a pas trouvé d'article. Quelle mitigation je peux, voilà, appliquer les patchs, etc. Regular audit. Est-ce que je peux avoir un RAS summary? C'est vraiment pas mal du tout le fait qu'il décrit vraiment tout step by step, qu'il explique aussi en quoi consiste la CVE. Et normalement, si mes souvenirs sont exacts, il explique justement comment le remédier, si je me Ouais, trompe pas. tu vois, normalement, il y a des generic Voilà. mitigation et spécifiques. Bon, alors souvent, mais je pense que pour tous les gens qui travaillent dans la cyber depuis un moment le savent, souvent pour remédier au CVE, bah, c'est appliquer un patch, hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc, mais au moins c'est dit. Et surtout l'avantage, et alors là, je vais faire un petit test live pendant le live. Can you give me the list of all assets impacted by this CVE in my environment? La dernière fois qu'on a testé ensemble, ça a marché. Maintenant, je le fais devant vous. Oui, il faut voir maintenant. Est-ce qu'il va être, tout aussi rapide? Bon, déjà, ça s'annonce plutôt pas mal, du vert de partout. Voilà. Ah oui, j'ai peut-être pas pris la bonne parce qu'effectivement, je pense que chez nous, c'est patché. Je vous ai parlé de SFI tout à l'heure. Vous voyez que chez Microsoft, on fait bien attention à patcher les OCVSS en temps et en heure. Voilà, globalement, ça c'est la démo pour la partie standalone. Vous pouvez aussi retrouver du coup des prompts ici. Voilà, les prompt books, mais aussi les system capabilities. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les skills qui sont disponibles directement en fait. Vous voyez, hop, etc. Et ici, les différentes sources. Donc je peux paramétrer aussi les différentes sources de données. Il y a la partie Microsoft et Je il y a les vais je sources vais non Microsoft. rebondir. Excuse-moi, Thibaut, je vais rebondir là-dessus. Parce que Romain, du coup, avait posé une question sur la partie, plugin et notamment, par exemple, du Storm Shield. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est supporté par Copilot for Security ou pas? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que si on descend, on le voit? Je me demande si je l'avais pas vu dans les What's New. Faudrait que je jette un œil, peut-être en preview. Storm Shield. Je pourrais vous remettre, je le vois pas. Je pourrais vous remettre la liste de tous les plugins qui sont disponibles. Après, je pense que c'est qu'une question de temps vu que, ben, Storm Shield, on connaît la société comme, voilà, on la connaît très bien, donc ça serait pas étonnant que d'ici quelques mois, peut-être Microsoft le mette en preview. Après, Ouais. Alors il y a 2 choses. Il y a soit, vous pouvez attendre que Microsoft le mette éventuellement en preview. Enfin Microsoft ou d'ailleurs, c'est pas que Microsoft qui les développe, hein. Il faut aussi rendre hommage à nos partenaires et quand je dis partenaires, à tous les vendors qui développent aussi, des plugins, hein. Ou alors vous pouvez, créer votre propre plugin sur la base, des API qui sont disponibles chez Storm Shield et d'écrire et voilà et le tester. Si vraiment c'est un besoin, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un plugin exhaustif. Si vous avez, 1 ou 2 choses en tête, type, lister, enfin récupérer une liste sur tel endpoint API, parce que derrière, vous en avez besoin, bah, ça peut se faire, ils sont pas très compliqués. Ça pourrait faire l'objet d'un autre live, hein, si vraiment on voulait deep dive, mais sur la création de plugins, ça se fait assez bien. Voilà. eh beh, écoute, à bon entendeur, donc on mettra un petit sondage là d'ici quelques semaines justement si les personnes souhaitent avoir un autre live sur ce type de sujet. Moi, tu me connais, il y a aucun problème.
D'ailleurs, ça fait une bonne transition si on peut repasser sur les slides Bien rapidement. sûr. Hop là. Alors, hop. Justement, il y a pas mal de possibilités de customisation. Donc, on parlait des plugins. Vous pouvez aussi en développer. Vous pouvez aussi utiliser les promptbooks, développer vos propres promptbooks, créer des skills, générer des rapports. Voilà. Donc, c'est assez la façon dont on a vu ça, et je pense que c'est ce qui va, dans le futur, globalement, encore une fois, hein, je fais beaucoup de généralisation sur, la GenAI au sens large, puisque c'est un modèle de GenAI adapté à la cybersécurité. Donc c'est, entre guillemets, une vitrine de ce que peut être la GenAI sur des métiers spécifiques. Voilà. Mais au global, ce qui va faire que ça va se démocratiser, c'est non seulement que les gens l'utilisent, les gens s'habituent. On va parler de prompting, hein, c'est pas forcément, on parle de langage naturel, mais il faut quand même arriver à formuler. Mais c'est aussi tout ce qui va être développé autour. Donc les plugins, les skills, c'est tout ça qui donne en fait de la valeur à ces solutions-là. C'est leur capacité à pouvoir fédérer et interagir avec tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, c'est ça qui nous fait gagner du temps. C'est ça qui nous permet de. Enfin, aujourd'hui, quand on parle des attaques, on constate que d'année en année, il y a le temps entre l'accès à un système et la mise en place d'une attaque ransomware, par exemple, diminue fortement. Parce que les attaquants automatisent, parce qu'ils deviennent de plus en plus bons, etc. Donc ces modèles-là peuvent nous aider à gagner du temps. Voilà. On parle de prompting, prompt engineering. Voilà, j'allais te dire également, j'allais y venir justement. Par rapport à parce que du coup, on a beaucoup évoqué donc la partie prompting. En même temps, c'est le cœur même de Copilot for Security. Euh, mais du coup, quelle est la bonne pratique en fait à suivre? Parce que tu expliquais en début de stream Mm. que voilà, tu lui donnes premier degré, tu lui donnes ça, il va te répondre du tac au tac. Mais voilà, je sais qu'il y a des petits tips, il y a des mots-clés en fait à insérer dedans. Et qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais. Alors effectivement, il y a des techniques pour faire en sorte que le modèle, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, le mot halluciner, hallucine pas. Ces techniques, on les regroupe sous le terme prompt engineering, en gros. Donc c'est là, je pense qu'il doit, j'ai pas encore checké, mais il doit y avoir des offres d'emploi de prompt engineer maintenant. Ça y est. Et donc en fait, c'est comment est-ce qu'on dialogue bien avec des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est marrant parce que, encore une fois, une petite digression, et je ne vais pas en faire trop parce que je vois l'heure qui tourne, mais on n'a pas abordé ça, et mais c'est toute la partie protection de la GenAI. Et en fait, on constate, nous, on est une équipe de Red Team GenAI chez Microsoft. Et en fait, enfin, moi, de mon impression, quand je vois les types d'attaques qui sont mis au jour sur la GenAI, on a l'impression que c'est un peu, vous savez, pour ceux qui ont regardé le Bureau des légendes, ça va parler, mais tout ce qui est manipulation ou source humaine, quand je veux faire récupérer de l'information à quelqu'un qui ne veut pas me la donner. Et donc en fait, faire leaker de l'info à ces modèles de GenAI ou faire en sorte d'esquiver l'entraînement qu'ils ont eu pour que finalement ils me répondent, on est un peu là-dessus sur presque des biais psychologiques, ou en tout cas parce qu'on est derrière sur des réseaux neuronaux, un peu de raisonnement, donc comment abuser de ça. Et donc dans l'autre sens, parce que c'est toujours pareil, quand on comprend comment on attaque, on comprend comment on défend, et donc on comprend comment on s'en sert bien. Dans l'autre sens, il faut comprendre comment faire pour qu'il y ait aucune ambiguïté possible pour que le modèle me réponde bien. Et donc en fait, faire du prompt engineering, quelqu'un qui fait des bons prompts, c'est quelqu'un qui arrive à ne pas laisser d'ambiguïté. Voilà. Bon, derrière, je vais vous passer tous les avantages, mais voilà, éviter que ça hallucine, que ça peut permettre au modèle de répondre plus vite avec des résultats plus précis. Et c'est comme ça qu'on en tire le meilleur parti. Donc là, vous voyez typiquement 2 prompts mauvais. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, j'ai tapé 2 mots en mode comme si je faisais une recherche Google, quoi. Genre, écris-moi quelque chose, résume-moi ça, etc. Un bon prompt, c'est un prompt où je donne plus de détails. Je suis un peu plus exhaustif sur ce que je veux. Je dis que je veux un rapport pour pour faire ça, en fonction de l'incident numéro X qui vient de tel outil, et que je veux l'adresser à mon SOC manager ou autre. Voilà. Globalement, c'est comme ça. Il va falloir être précis. Il va falloir donner un but. Qu'est-ce que je veux? Il va falloir donner le contexte.
où est-ce que je veux qu'il aille chercher les infos. La source, parce que potentiellement, même si je lui dis que c'est telles infos que je veux, il peut y avoir plusieurs sources. On a fait l'exemple tout à l'heure, hein, vous avez vu que les incidents, bah, il peut y en avoir dans Defender ou dans Sentinel. Et les attentes. Qu'est-ce que je veux en output, en sortie? Est-ce que je veux un résumé? Est-ce que je veux une liste? Est-ce que je veux des conseils? Est-ce que je veux enfin voilà. Ça vous donne un bon prompt. Forcément, ça tient pas en 2 mots, qu'on se le dise, donc il faut en faire un petit peu plus. Voilà, meilleur pour la fin. Vas-y. Dernière petite démo. Je te laisse mettre l'écran, si Hop ça te là. va et moi je vais essayer de passer sur un grand Oui, non, mais écran. très bien, très bien, très bien. Hop, Hop, là, ça devrait être bon. voilà. Donc là, on va parler de l'expérience qu'on appelle embedded. Je me suis connecté à une console, donc rassurez-vous, c'est une console de test, c'est pas une console d'un client qui fait le sapin de Noël. Donc là, c'est un incident complexe, ce qu'on appelle dans le jargon de l'XDR un multi-stage incident. Et donc forcément, il y a beaucoup d'alertes reliées, vous voyez, on a 28. Donc, si je scroll, ça fait un paquet. Donc la première chose, c'est de me dire, OK, quand j'arrive là, j'ai Copilot qui va me générer un résumé de l'incident. On retrouve, hein, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans les versions standalone, comme je vous ai dit tout à l'heure. Finalement, derrière, c'est le même outil sur 2 interfaces différentes. Donc là, j'ai ça. En plus, je vais avoir ce qu'on appelle le guided response. C'est-à-dire que Copilot va me dire ce qu'il me conseille de faire pour remédier cet incident. Donc il va me dire, bah, contacte cet utilisateur-là. Et il me donne même le message. Voilà, donc à relire, hein, parce que forcément, là, il y a plein de trucs. Donc peut-être que je veux un peu faire un message un peu différent ou modifier, retirer des choses parce que c'est trop compliqué. Enfin voilà. Et ça, faut vous dire que vous pouvez aussi dialoguer avec le modèle. Donc pas là, mais vous pouvez après récupérer cet incident-là dans l'expérience standalone et dialoguer pour récupérer un meilleur message. C'est quelque chose qui est possible. Pareil, hop, il me donne toutes les personnes. Contact user in Teams, contact user in Teams. Voilà. Le cas échéant, en fonction des incidents, il peut aussi me conseiller de suspendre des comptes. Et donc là, j'aurai un bouton qui me dit, bah, clique ici pour suspendre le compte. Isoler des machines aussi. Là, vous voyez qu'elles ont déjà été isolées par le moteur automatique de l'XDR. Pareil, on pourrait en parler beaucoup, mais le travail est fait. Si on prend, et je vais finir l'expérience dessus, mais si on prend un des incidents sur le endpoint, hop, ici par exemple, on va voir que là, il y a une commande LED qui a été exécutée. Donc vous voyez, ici, hop. Et donc là, celle-là est très simple, hein, mais je peux lui demander d'analyser. Et donc là, il va récupérer et il va analyser la commande LED. Ça marche aussi si le script est en base 64, s'il est long, et cetera, et cetera. En fait, ça va utiliser pareil le skills qui donne le code et l'analyse. Là, vous voyez, il dit on lance un PowerShell qui fait ça et qui met le current directory à ça. Et donc après, si je regarde, je peux en avoir d'autres qui sont exécutés, qui sont plus complexes. Je pose peut-être ici. Ça, c'est le content. Voilà, par exemple ici, hop. Ouais, il fait une analyse vraiment Forcément, sur mon exemple, approfondie j'ai plus de de lignes, là, ça prend pas. Mmh. Voilà. Voilà, donc là, il me dit étape par étape ce que ça fait et je peux voir le code. Hop, export specific function. OK. Voilà. Et donc, dans mon incident, à la fin, il invoque Mimikatz. Voilà, donc il faut vraiment voir ça comme un assistant qui est à côté de vous, qui peut vous accélérer et vous faire gagner du temps sur le temps, si je puis dire, et essayer d'aller plus vite que les attaquants. après c'est un petit peu je rebondis là-dessus, c'est un petit peu, oui, c'est le même principe, hein, sur Copilot for Azure, hein. C'est un assistant, hein, c'est pas lui qui va faire les actions à votre place. Il est là pour vous conseiller, pour vous donner des petits tips. Et après, bah, forcément, c'est, bah, vous et votre expérience et votre ancienneté, bah, qui savez s'il faut le déployer ou pas, quoi. Exactement, exactement. Toujours un contrôle humain. Il n'y a pas de. Il va rien faire à votre place. Il est là vraiment pour vous aider. Voilà. Donc je vous mets la dernière slide en bonus.
C'est le top 10 des prompts que vous pouvez utiliser, donc vous pourrez la garder. C'est les prompts à tester si vous jamais voulez tester l'outil. C'est ceux où on a constaté qu'ils produisaient les meilleurs résultats. Voilà. Super. Oui, ce que j'ai oublié de le préciser, donc ce stream du coup sera en replay sur la chaîne YouTube que je publierai donc entre demain et vendredi, c'est parfait. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Juste avant qu'on continue, je m'excuse pour les latences, les lags, parce que j'ai vu des messages passer comme quoi il y avait un petit peu de lag. Je suis désolé, on n'a vraiment pas eu de chance avec Thibaut pour le coup. Donc du coup voilà. Euh, Après, en termes de questions, il y en avait quelques-unes. Il Tu y sais en ce a qu'on va faire? 3. Alors je suis en train de les regarder, Ouais, donc si je reprends, regarde, la pa hop, la partie on peut sur, les afficher en voilà, live. super. Quelles sont les interactions entre l'environnement du client et l'environnement de Microsoft, notamment dans les échanges d'informations et surtout des informations sensibles? Copilot diffuse et utilise de quelle façon les informations? Alors, c'est une très bonne question. Je vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce qu'on est à la fin du live, mais en 2 mots, parce que la réponse, complète est dans la FAQ. En 2 mots, forcément, si, le moteur, réfléchit sur les informations, processe les informations, ça veut dire que Copilot a accès. Donc après, vous pouvez choisir de lui donner accès ou pas dans l'interface. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez lui dire, par exemple, si on parle d'informations sensibles, souvent on va parler de Purview, de la partie Communication Compliance ou du contenu des emails. Si vous voulez que Copilot for Security n'utilise pas ces plugins, il faut les désactiver et du coup, comme les plugins ne seront pas utilisés, il n'accédera pas à cette information. À partir du moment où vous lui demandez de raisonner sur ces infos et que vous lui donnez accès à ces infos, Heu, il raisonnera dessus et comme je l'ai dit, c'est un SaaS qui tourne dans des environnements isolés, mais ça reste un SaaS qui tourne dans des environnements isolés Microsoft et donc forcément, ces informations, seront accessibles. Et bien sûr, mais comme tout, hein, comme tous les copilotes, aujourd'hui, hem, enfin, ça respecte toutes les guidances en termes de privacy et de sûreté de la donnée de Microsoft. Donc, finalement, si vous me demandez mon avis à moi, les infos auxquelles il accède dans l'environnement Microsoft, elles sont déjà dans l'environnement Microsoft, voilà, au global. Et du coup, déjà dans un environnement sécurisé, isolé, garanti au niveau privacy. Après, la question se pose éventuellement pour les plugins externes et c'est une bonne question et je pense qu'il faut poser le pour et le contre, pour que l'assistant soit efficace au maximum, il faut qu'il ait accès aux informations auxquelles vous accédez pour votre travail. Sinon, on perd de l'intérêt, mais il faut mesurer, le pour et le Oui, contre. parce qu'on Voilà. on n'est peut-être pas à l'abri que si tu es plugué avec un Storm Shield, par exemple, à l'avenir, les données peuvent être divisées en deux, peut-être. Non? Ou pas Bah, forcément? si on prend l'exemple d'un Storm Shield, et qu'il y a un plugin Storm Shield à l'avenir, si le plugin est utilisé, les informations seront extraites de cet endroit-là, via le plugin et mises dans le modèle pour être dans le contexte et qu'on raisonne dessus donc Mais ouais, bon, forcément. après, ça paraît logique, soit dit en passant, Ouais, parce que tu as besoin c'est d'avoir ça. accès aux données de Storm Shield pour pouvoir effectuer tes remédiations. Donc, par conséquent, ça paraît logique. Mmh. On a une autre question aussi de Olivier. Est-ce possible d'automatiser les prompts en fonction des inputs? Très bonne question. Alors aujourd'hui, la seule automatisation des prompts qu'il y a dans Copilot, c'est les prompt books. Donc en fait, je tu ce que tu Olivier, je sais pas si tu peux préciser, mais en fonction des inputs. Alors est-ce que c'est en fonction des inputs ou des outputs? Parce que, par exemple, les prompt books, on lui donne un input et après il va enchaîner tous les prompts, peu importe. Enfin bon, remarque l'output d'avant devient l'input d'après, logiquement. Mais il n'y a pas possibilité de mettre des conditions, quoi que ce soit. Par contre, via une automatisation, je parlais du sort tout à l'heure, Copilot peut très bien être consommé et utilisé par un sort et là, il y a forcément possibilité d'appeler Copilot, de récupérer son résultat, de regarder ce qu'il a renvoyé et après de partir dans 2 branches pour faire 2 choses différentes, en fonction du résultat. Heu, mais c'est pas aujourd'hui, en tout cas, c'est pas géré par les prompt books. On n'a pas 2 branches de prompt book. Des prompt books, c'est un enchaînement prompt, peu importe le résultat, qu'il y a eu sur le prompt d'avant, quoi. Je sais pas si ça répond à la question, mais pas hésiter à préciser. Oui. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, si besoin. Hem,
Tout est bon. J'avais peut-être une autre question. Tu la connais, on en a déjà parlé tous les deux, mais je pense il est important d'en parler. Dans le cas où un client, du coup, t'explique que bah, pour lui, Copilot for Security n'est pas pour le moment euh, dans les bonnes choses, enfin, ne correspond pas totalement à son besoin parce qu'aujourd'hui, il trouve qu'il n'est pas assez entraîné. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, du coup? Euh, bon, deux choses, mais brièvement, mais euh, enfin, chez Microsoft, je sais pas comment répondre, parce qu'en fait, la question est plus large. Je sais que chez Microsoft, souvent les clients nous disent, mais vous sortez des produits qui sont pas totalement matures, qui sont pas, en général, c'est quand même fonctionnel sur le scope, mais qui sont pas totalement, ouais, matures, qui n'ont pas encore toutes les fonctionnalités, qui sont pas, voilà. Oui, mais j'ai envie de dire oui, mais on les sort. Et en fait, on est une entreprise agile au sens de l'agile, de l'itératif. Et Copilot for Security, quand il est sorti, et encore plus quand il était en en limited preview, mais avait un set de fonctionnalités limité, beaucoup moins de plugins, il faisait beaucoup moins de choses, mais il était là et ça permettait quand même de commencer à tester les use cases et aussi d'orienter le développement. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que quand on sort un produit chez Microsoft, c'est pas une équipe de dev qui sort un produit et qui dit ah ça y est j'ai fini, je passe sur un autre. Non, c'est des équipes produits qui travaillent sur des produits et qui travaillent sur des produits sur le long terme. Donc pour tous les gens qui sont dans le digital, c'est bien connu, hein, et je peux sembler enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même important à rappeler. C'est-à-dire qu'une fois que nos produits sortent, on continue à investir dessus, massivement en général, en tout cas sur celui-là, et à développer de nouveaux use cases. Donc il n'est peut-être pas encore parfait, et je pense qu'il n'y a aucun produit parfait, et sans doute celui-là ne sera jamais, parce que en fonction des gens, la perfection est différente. Mais il est là et il peut déjà commencer à vous aider à accélérer les choses. Voilà. Parfait. Je pourrais pas dire mieux pour le coup. En tout cas, merci beaucoup. Écoutez, on a un petit peu débordé, 5 minutes, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas vu d'autres questions. Bon voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On verra du coup à ce que vous ayez vos réponses. En tout cas, déjà un grand merci à Squad. Je le dis, c'est grâce à eux que du coup aujourd'hui nous avons la possibilité de diffuser ceci en live. Merci à Microsoft aussi que tu puisses être disponible. Merci à toi, Thibaut, également, Avec plaisir. d'avoir pris le temps, d'avoir pris du temps sur ton temps. Et puis voilà. J'espère que le live vous a plu. Thibaut, je te laisse le dernier mot de la fin et après. Ah, merci à tous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de démarrer le service et d'essayer. Donc, on n'a pas trop précisé, mais c'est de la consommation. Ça commence à 4 dollars de l'heure pour l'utilisation. Donc, honnêtement, essayez, allez-y, quitte à le lancer 2 heures et à l'arrêter après. Voilà. C'est un bon outil, testez-le et puis n'hésitez pas à faire des retours. Eh ben, parfait. Un grand merci à tout le monde. On vous souhaite une très bonne soirée. Et bien écoutez, à bientôt sur LinkedIn. À bientôt. Au revoir.